Il est 10 heures du matin, un vendredi, vous ouvrez Doctolib pour déclarer un rendez-vous, vous lancez Perplexity ou un autre outil d'IA, vous rafraîchissez LinkedIn et partout le même mur. 500 internal server error. Une partie d'Internet vient de disparaître sous vos yeux. Bienvenue dans l'histoire de la panne Cloudflare du 5 décembre 2025. Une panne provoquée, une ironie ultime, par une mise à jour de sécurité censée nous protéger d'une faille critique nommée React to Shell. Hello les hackers, bienvenue sous la chaîne Zero Sécu, DJ Actu Cyber, ont commenté, critiqué et décrypté. Le 5 décembre 2025, en fin de matinée, une vague d'erreurs. 500 internal server erreurs s'affichent sur des milliers de sites dans le monde. Des services très grand public tombent. Cloudflare lui-même, Perplexity, Doctolib, des plateformes de jeux en ligne et même Down Detector, le site qui sert normalement à suivre les pannes, mais qui cette fois tombe avec les autres. Pendant environ 25 minutes, une partie du web est au ralenti ou est totalement inaccessible. Selon Cloudflare, 28% du trafic HTTP mondial qui passe par ce réseau est impacté. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une cyberattaque. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord savoir qu'est Cloudflare. En simplifiant au maximum, Cloudflare est un immense intermédiaire entre vous et les sites que vous souhaitez visiter. Dans le jargon, on parle d'un proxy inverse, un reverse proxy. Le trafic ne va pas directement de votre navigateur au site, il passe d'abord par le réseau de Cloudflare qui accélère le chargement des pages en les mettant en cache ou en les rapprochant de vous géographiquement. Protège les sites contre des attaques de type DDoS, exploit, bot, etc. Applique des règles de firewall de sécurité, de pare-feu applicatifs et des filtrages. Des millions de sites se reposent sur Cloudflare. Des petits blogs, mais aussi des banques, des plateformes d'IA, des géants du jeu vidéo, des services de santé, des boutiques en ligne. Résultat, quand Cloudflare a un problème, ce n'est pas un site qui tombe, ce sont des pans entiers d'Internet qui deviennent d'un coup inaccessibles. Le 5 décembre, ce n'est pas un pirate qui a tout fait dérailler, ce sont les défenses de Cloudflare elles-mêmes. Quelques jours avant la panne, le monde du développement web encaisse une mauvaise nouvelle. Une vulnérabilité critique est découverte dans React Server Component, une technologie utilisée par React, l'une des bibliothèques JavaScript les plus populaires au monde, et par des frameworks comme Next.js, React Router ou Waku. Cette faille est baptisée React to Shell et est référencée sous le nom CVE 2025-55-182. Le score de sévérité 10 sur 10, le maximum possible en score CVSS. Il s'agit d'une exécution de code à distance non authentifiée. Un attaquant peut, dans certaines conditions, exécuter ses propres commandes sur le serveur sans être connecté, juste en envoyant des requêtes malicieuses. Beaucoup d'applis sont vulnérables par défaut dès lors qu'elles utilisent React Server Component ou certaines versions de Next.js. En gros, si vous avez une appli moderne en React côté serveur mal configurée ou pas à jour, un pirate peut potentiellement transformer votre serveur web en machine exécutant son code. Très vite, les choses se compliquent encore. Des équipes de sécurité signalent que des groupes liés à la Chine comme Earth Limia ou Jackpot Panda commencent déjà à exploiter cette faille. Des preuves de concept circulent montrant comment l'attaque peut être réalisée. On n'est plus dans le peut-être, on est dans c'est en train de se faire exploiter en production. Face à ça, les grands acteurs de l'infrastructure, donc Cloudflare, n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent réagir vite pour protéger leurs clients. Cloudflare annonce alors avoir déployé des protections dans son WAF pour détecter et bloquer les attaques exploitant React to Shell. Techniquement, ça veut dire quoi? Schématiquement, ils modifient la manière dont ils analysent le corps des requêtes HTTP, le body parsing, afin de repérer éventuellement le payload React to Shell. Ils augmentent par exemple la taille maximale de ceux qu'ils inspectent, en passant de 128 kilooctets à 1 mégaoctet dans certains cas, pour analyser de plus gros contenus potentiellement malveillants. Dit autrement, ils ouvrent un peu plus chaque paquet qui traverse leur réseau pour vérifier qu'il ne cache pas un couteau. Sur le papier, c'est logique. Dans la pratique, c'est le point de départ d'une catastrophe. Ce qu'explique ensuite le post-mortem officiel de Cloudflare, c'est que cette modification a priori anodine a croisé un vieux bug dans une partie spécifique de leur infrastructure, les proxys FL1, une génération plus ancienne de proxys encore largement utilisée. Le déroulé simplifié, ça ressemble à ça. 1. Cloudflare déploie progressivement son changement de configuration pour mieux détecter React to Shell. 2. À un moment, l'équipe désactive un outil de test interne qui n'était pas compatible avec cette nouvelle taille de buffer.
buffer. 3. Ce chargement est propagé par leur système de configuration globale qui pousse des mises à jour en quelques secondes sur le réseau entier. 4. Sous les proxys FL1, un bug dans le code LUIA se déclenche lorsque les nouvelles règles rencontrent certains types de requêtes. Résultat, chaque requête concernée se termine en erreur HTTP 500. Et comme ces proxys FL1 servent encore une grosse partie du trafic client, c'est tout un pan du web qui se met à envoyer des erreurs 500. Un point important, tous les clients de Cloudflare n'étaient pas touchés. Seuls ceux qui utilisaient à la fois ce type de proxy et les managed rule sets, certains jeux de règles gérés par Cloudflare, ont été impactés. Mais cela représente quand même, je rappelle, 28% du trafic HTTP qui passe par Cloudflare. Évidemment, sur le moment, pour le grand public, cela ressemble exactement à ce que produirait une attaque massive. Site inaccessible, erreur 500 en chaîne, service critique mais disponible. Et cerise sur le gâteau, la page de statut de Cloudflare elle-même est perturbée, tout comme leur tableau de bord client. Dans son billet de blog, le CTO de Cloudflare insiste. Ce n'est pas une attaque ni directe ni indirecte. La cause, c'est un changement interne poussé en urgence pour protéger contre une vulnérabilité critique largement médiatisée. On est donc face à un cas très intéressant pour la cybersécurité. Ce n'est pas l'attaque qui casse le système, c'est la défense elle-même, mal intégrée, mal testée dans un coin de l'architecture. En anglais, on parle parfois de self-inflicted outage, une panne auto-infligée. Si cette panne fait autant de bruit, c'est aussi parce qu'elle n'arrive pas dans le vide. Le 18 novembre 2025, Cloudflare a déjà subi une panne majeure, cette fois causée par un bug dans un fichier de configuration de sa solution de bot management, qui a affecté de nombreux services pendant plusieurs heures. En juin 2025, un autre incident lié à l'infrastructure de stockage de leur service Workers KVM avait aussi provoqué plus de 2 heures de perturbation globale. Autrement dit, en un peu plus de 6 mois, Cloudflare enchaîne plusieurs incidents lourds, dont 2 à quelques semaines d'intervalle à l'automne 2025. Dans son discours post-incident, l'entreprise promet de revoir la façon dont elle déploie toutes ses configurations, d'améliorer ses mécanismes de rollback et de break class, les procédures d'urgence pour revenir rapidement en arrière, d'adopter plus largement des comportements file open dans certains cas pour éviter que des erreurs de configuration ne bloquent massivement le trafic. En attendant que ces chantiers avancent, Cloudflare a annoncé un gel des changements non essentiels sur son réseau, ce qui au passage illustre bien l'arbitrage auquel font face tous les grands acteurs de l'infrastructure. Bouger vite pour sécuriser au risque de casser ou prendre le temps de tester au risque de laisser une fenêtre ouverte aux attaquants. Cet épisode cristallise plusieurs tensions structurelles de l'Internet moderne. D'abord la centralisation, un seul acteur, Cloudflare, concentre une telle part de trafic mondial que 25 minutes de panne suffisent à faire la une des journaux partout dans le monde et à bloquer le quotidien de millions de personnes. Ce n'est pas nouveau, on a déjà vu des pannes massives chez Amazon, AWS, chez Microsoft, chez d'autres CDN. Mais à chaque fois, la même question revient. Sommes-nous en train de construire un Internet qui repose sur trop peu de points de défaillance? Quand un de ces géants éternue, c'est tout un écosystème qui s'enrhume. Ensuite, il y a le dilemme patcher vite par rapport à ne rien casser. D'un point de vue d'un défenseur, React2Shell est un cauchemar. Vulnérabilité côté serveur, exécution de code à distance, exploitation active par des groupes d'État, techno ultra répandu. Si vous êtes Cloudflare, vous avez 2 mauvaises options. 1. Ne pas agir assez vite, laisser passer des attaques qui pourraient compromettre des milliers d'applis de vos clients. 2. Agir vite en déployant des règles de firewall agressives qui risquent de provoquer des faux positifs. Ou pire, de rencontrer un bug caché comme celui des proxys FL1. Le 5 décembre, Cloudflare tombe clairement dans le cas numéro 2. Mais la leçon n'est pas il ne fallait pas patcher, la leçon c'est que même les mises à jour de sécurité doivent être traitées comme des changements potentiellement dangereux pour la disponibilité. Qu'un WAF, s'il n'est pas isolé correctement, peut devenir un single point of failure pour toute une architecture. Que les tests internes, surtout lorsque des vieux composants comme FL1 sont encore en circulation, doivent être pensés pour des scénarios de crise, pas seulement pour le fonctionnement nominal. Cette panne met aussi en lumière un truc qu'on oublie souvent. Même les géants ultra-tech comme Cloudflare traînent derrière eux une dette technique colossale. De vieux proxys encore en production, du code historique dans des langages comme LUIA, des systèmes de configuration globaux hyper complexes, une couche de produits qui s'empilent. Tout ça fonctionne jusqu'au jour où une petite modification raisonnable, ici changer la taille d'un buffer pour mieux inspecter les requêtes, vient heurter un vieux bug oublié dans un recoin du système que plus personne ne veut regarder. Conclusion, si on devait résumer l'esprit de cette panne sans en faire un résumé factuel, on pourrait dire que c'est une panne très 2025. Elle est déclenchée non pas par un hacker hollywoodien, mais par une faille réelle complexe dans un framework JavaScript omniprésent. Elle est aggravée par la centralisation
extrême d'Internet autour de quelques grands fournisseurs d'infrastructures. Elle est révélatrice de la fragilité des systèmes gigantesques où une config mal déployée peut mettre à genoux un quart du trafic de l'un des plus gros CDN du monde. Elle nous rappelle que dans la cybersécurité moderne, le risque ne vient pas seulement des attaquants, mais aussi de la complexité de nos propres défenses. La prochaine fois que vous verrez un 500 Internet Server Error sur un site populaire, gardez ça en tête. Derrière ce petit message sec et frustrant, il y a peut-être une histoire de vulnérabilité critique, de patch en urgence, de vieux codes oubliés et de géants de l'internet qui se bat pour rester debout sans faire tomber tout le monde avec lui. Allez, si cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la cybersécurité est moins chère que gratuit. Ciao!